L'eau des lacs du nord de l'Angleterre, la source à laquelle Béatrix Potter puise sa fantaisie d'auteur de l'une des œuvres pour enfants les plus vendues au monde, Pierre Lapin. Paru en 1902, ce livre de petit format, conçu pour les petites mains, est traduit dans plus de 36 langues et a été depuis adapté au cinéma et à la télévision. Originaire de Londres, Béatrix Potter a 16 ans lorsqu'elle découvre cet enchaînement enchanteur de lacs et de collines. C'est la révélation. Désormais, les paysages de la Cumbria sont passés au crible de son pinceau. Arbres, maisons, plantes, tout devient sujet pour donner vie à ces histoires et aux personnages du monde qu'elle s'invente. Amoureuse de la région, elle s'y installe jusqu'à la fin de ses jours. Écologiste et féministe avant l'heure, Béatrix Potter a dû se battre pour imposer son univers à une époque qui ne voit les femmes ni scientifiques, ni écrivaines, et encore moins femmes d'affaires. Béatrix Potter vient d'une famille aisée de Londres où elle est formée pour être une fille de bonne famille. Elle avoue dans son journal intime détester son lieu de naissance. Alors quand son père propose de passer les longs mois d'été dans le Lake District, la région des lacs, elle vit ses échappées comme une véritable libération. De par leurs connaissances fortunées, la famille loue les plus belles demeures des environs d'Ambleside, comme le manoir de Hall Heard sur les hauteurs du lac Windermere. La bâtisse reflète l'austérité familiale à laquelle Béatrix échappe régulièrement pour se réfugier dans le jardin qui jouxte la somptueuse propriété. Au début, les jardins de Hall Heard n'étaient qu'un petit jardinet d'une propriété familiale. Puis c'est devenu ce merveilleux espace vert fait de rocailles, de massifs, d'enclos. Depuis son plus jeune âge, Béatrix aime la flore et la faune. C'est une amoureuse du monde naturel. Elle en aime les couleurs, les formes, les textures. Elle aime imaginer qu'il y a des fées qui viennent se poser et danser autour des champignons. Ensuite, quand sa passion pour les champignons s'est accrue, elle s'est intéressée à leurs noms scientifiques et leur mode de reproduction. Cela a fait germer en elle l'envie de devenir scientifique. Quand Béatrix venait ici, elle ramassait des spécimens de champignons et elle notait l'endroit d'où ils provenaient. Là, il est écrit « Les jardins de Hall Heard, Windermere, septembre 1895 ». Et celui-ci est un champignon appelé Hygrophorus laetus, une espèce de chanterelle. Elle a représenté les dissections du champignon et elle les a retournées pour dessiner les lamelles en dessous. Béatrix pense pouvoir se lancer dans une carrière de botaniste. À 31 ans, elle soumet d'ailleurs une étude très poussée sur un champignon encore méconnu. Mais rattrapée par son époque, on lui interdit de la présenter en public. Un ami prend sa place devant les pontes de la société savante qui salue son travail, mais le trouve incomplet. Elle est encore jeune à ce moment-là et c'était encore un monde d'hommes à l'époque. Mais je pense que c'est ce qui a fait d'elle la femme indépendante et forte qu'elle est devenue plus tard dans la vie. C'était un vrai tournant et elle était déterminée à ce que cela ne se reproduise plus. Désormais, elle réussirait dans tout ce qu'elle entreprendrait. Son avenir n'est pas dans les champignons, mais Béatrix ne s'avoue pas vaincue et ses planches forment le socle de son œuvre à venir. Tout commence lorsqu'elle décide de transformer en un petit livre une histoire inventée pour le fils de sa gouvernante. Afin de réconforter l'enfant malade, Béatrix accompagne ces mots de quelques dessins. Il était une fois 4 petits lapins qui s'appelaient Flopso, Trotso, Queue de coton et Pierre. Pierre Lapin est l'intrépide de la famille. Il fait fi des recommandations de sa mère et s'aventure dans le jardin voisin, pourtant interdit. N'allez pas dans le jardin de Monsieur MacGregor. Votre père a eu un accident là-bas. Madame MacGregor en a fait un pâté. Béatrix
publie ce premier livre à compte d'auteur en 1902. Son héros n'est autre que son lapin domestique. Elle relate dans son journal la facétie dont elle a dû faire preuve afin de pouvoir peindre son partenaire de jeu. Ma première action a été de donner une tasse de graines de chanvre. La conséquence étant que lorsque j'ai voulu le dessiner le lendemain matin, il était partiellement drogué et totalement ingérable. Son premier conte court, efficace et peu onéreux, est un succès immédiat. Il lui permet de faire l'acquisition d'une maison dans cette région qu'il a vue s'épanouir. À quelques kilomètres du lac Windermere, Near-Sorey, ce petit village de 300 âmes, Béatrix l'a bien connu enfant. La ferme de Hilltop, qu'elle achète à prix d'or, était la demeure d'un employé de maison, le cocher de la famille Potter. Il y a beaucoup de passages de son journal où elle raconte qu'elle se promène à travers les champs et escalade des murs, qu'elle rencontre des vaches et des moutons pendant qu'elle marche seule. Ça a dû être incroyable pour elle. Comme elle a dû se sentir libre dans ces moments-là, parce qu'elle était londonienne, donc c'était un monde vraiment différent. Alors dès l'instant où elle est devenue indépendante financièrement, à l'aube de ses 40 ans, elle a su que c'était là qu'elle voulait acheter sa propre maison et y trouver la liberté et l'indépendance. Et dès qu'elle s'est installée ici, elle s'est mise à dessiner et à peindre, puis à intégrer les personnages de la ferme. J'essaye de ne pas rendre ça trop triste, mais ce qu'on raconte, c'est qu'elle était une petite fille isolée et que ses seuls amis étaient les animaux. C'est une des facettes très importantes de la personnalité de Béatrix, son amour pour les bêtes. Elle avait tellement d'animaux de compagnie, et pour chacun d'eux, elle a inventé des mondes imaginaires. Ce sont les animaux sauvages qui l'intéressaient. Les lapins, les hérissons, les souris, les chauves-souris. On raconte qu'elle pouvait se poser au bord d'une mare et qu'elle apprivoisait les grenouilles, qu'elle leur parlait. Elle était en totale connexion avec le monde de la nature. Jérémie le crapaud, les chamitoufles, Tabitha et Tom, Sophie Canétan. Une véritable ménagerie compose les héros de ces 22 contes suivants. Il transpose son univers, son choix de vie en décalage avec son temps, dans un monde en route vers le progrès. Béatrix aimait l'architecture traditionnelle. Et même si c'était en 1905 et qu'elle aurait pu avoir l'électricité et l'eau courante, elle a gardé cette maison sans électricité pendant les 40 années où elle a vécu ici. Et elle s'éclairait à la lampe à gaz et à la bougie. Elle voulait garder cette atmosphère chaleureuse. Quand elle est arrivée, elle a dit que la maison était complètement infestée par les rats. C'est pour ça qu'il y avait les chats, Tabitha Chouchoute et Tom Chaton qui vivaient ici. L'histoire de Samuel le moustachu raconte l'histoire de ces rats qui étaient dans la maison et dont elle était déterminée à se débarrasser. Samuel le moustachu passa par un trou et descendit hardiment le grand escalier jusqu'à la laiterie pour trouver du beurre. Il ne rencontra personne. Il fit un second voyage pour le rouleau. Il le poussa devant lui avec ses pattes, comme un livreur de bière fait rouler un tonneau. Il entendit les voix de Ribi et de Tabitha. Mais elles étaient occupées à allumer la bougie pour regarder dans le grand coffre. Elles ne le virent pas. Avec ses petits livres, l'auteur invente un nouveau genre de littérature. Son anthropomorphisme rappelle les contes de Lewis Carroll, mais ses personnages anticonformistes prêchent plutôt contre les bonnes manières. Elle montre la réalité de la vie, mais il n'y a pas de bien et de mal. Tout le monde est plutôt adorable. Et je pense que ce qui rend ces livres différents des livres pour enfants de l'époque victorienne, c'est qu'elle ne faisait pas la morale. Tom Chaton et Pierre Lapin sont espiègles et ils enfreignent les règles, mais ils ne sont pas punis. Nous les aimons pour cela, et je pense que Béatrix était elle-même comme ça. Elle enfreignait les règles et les attentes qu'on lui imposait. Ainsi, Béatrix ne restreint pas son univers à son village de prédilection. Curieuse de tout ce que cette nature lui offre, elle la parcourt à pied mais aussi grâce à sa propre petite embarcation. Parmi les nombreux lacs, celui de Derwentwater, avec sa petite île en plein milieu.
Une rencontre impromptue y attise la curiosité scientifique de l'écrivaine. Une vieille femme qui vit sur l'île m'a dit qu'à son avis, les écureuils traversent le lac quand les noix sont mûres. Mais je me demande comment ils font. Cette vieille dame devient le personnage du vieux hibou et Béatrix trouve, dans son conte Noisette l'écureuil, la réponse à sa question. Ils construisirent de petits radeaux à l'aide de branchages et se rendirent sur l'île du vieux hibou pour y ramasser des noisettes. Déployant la longue fourrure de leur queue, ils s'en servirent comme de voile. Noisette l'écureuil est l'un des premiers livres que Béatrix Potter met en scène sur le lac de Derwentwater. Il parle du genre d'émerveillement que Béatrix Potter a découvert ici, dans la région des lacs, de ce qu'elle a aimé en déambulant à travers ce paysage, mais également en tant qu'artiste. Ce qui est le plus impressionnant dans les illustrations de Noisette l'écureuil, c'est que nous pouvons dire exactement où nous sommes. Nous pouvons voir l'île du hibou au milieu du lac et la reconnaître encore aujourd'hui. Avec malice, Béatrix représente les habitants des lacs jusqu'à ses propres voisins qui s'amusent de se voir ainsi dépeints, même quand son regard se fait plus critique. Dans Gingembre et girofle, par exemple, l'auteur propose une réflexion sur les prémices de la consommation à crédit. Gingembre et girofle est directement inspiré de John Taylor, qui était forgeron et commerçant dans le village où vivait Béatrix Potter. C'est pour les enfants et en même temps, c'est une allégorie du système économique. Gingembre et girofle faisaient un crédit illimité. Or, voici en quoi consiste ce qu'on appelle crédit. Quand une cliente achète un pain de savon, au lieu de sortir un porte-monnaie pour le payer, elle dit qu'elle paiera une autre fois. Chaque jour, les clients venaient en nombre et achetaient des quantités de choses, surtout les clients à caramel. Mais de l'argent, il n'y en avait jamais. Même pour des pastilles de menthe, ils ne payaient pas. La société que nous voyons ici est représentative du genre de société dans laquelle Béatrix Potter évoluait dans cette région des lacs. C'est une petite communauté où les gens sont interdépendants. Les choix que font les clients affectent les commerçants et inversement, les choix que font les commerçants affectent les clients. C'est un tout petit monde. Ce petit monde du nord de l'Angleterre, Béatrix Potter entend bien le garder intact. Alors que les lieux de villégiature se multiplient avec l'expansion du tourisme, elle a en tête un projet. Soutenir l'action du National Trust, cet organisme de protection du patrimoine dont l'un des fondateurs est un ami très proche. Elle investit dans des terrains pour les sauver de l'urbanisation. L'auteur récolte l'argent grâce à ses livres, achète de nouvelles fermes où elle écrit de nouvelles histoires et ainsi de suite. La préservation de la région des lacs fait partie intégrante de la vie de Béatrix Potter. Elle y a contribué directement avec ses dons au National Trust et avec tout le travail qu'elle a fait à leur côté pour préserver certaines propriétés qu'elle a elle-même achetées grâce à ses 23 petits livres. Elle a travaillé très dur pour s'assurer que ce paysage soit préservé, afin que les générations futures puissent en profiter. Dans son testament, Béatrix Potter lègue à la nation britannique plus de 1600 hectares de terre et une quinzaine de fermes. Grâce à l'auteur, la région des lacs est aujourd'hui fidèle à celle de ses aquarelles.